On les appelle enfants pansements, une expression utilisée pour désigner un enfant souhaité par un couple en pleine crise pour améliorer leur relation. Et vous le savez peut-être si vous êtes parent, avec l'arrivée des enfants, le rythme peut complètement changer. Il peut être difficile de se retrouver ado. Alors la question se pose, finalement, un enfant peut-il réellement sauver un couple? On va tenter de répondre à cette question dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour Aurélie. Ça va? Ça va et toi? Ça va. J'aime bien la couleur avec toi. Écoute, c'est la première fois que je porte cette couleur, je crois, à l'antenne. Ça change. Ouais. C'est quoi même comme verre? C'est du verre bouteille, je crois. Bouteille, bon, peut-être. En tout cas, j'aime bien, effectivement, moi aussi. Et toi aussi, j'adore ta tenue. You know, sometimes. Always, comme t'aimes bien dire. Bon, on n'est que toutes les deux aujourd'hui en plateau, mais c'est pas grave. Ça, ouais. C'est pas grave. On va gérer comme d'habitude. Aujourd'hui, Aurélie, on parle du couple, mais plus particulièrement des couples en crise qui, pour améliorer les choses à la maison, pour sortir d'une crise, se disent il faut qu'on ait un enfant, en fait. Parce que ça va aider, ça va changer les choses. Est-ce que tu penses que c'est possible de sauver son couple grâce à un enfant? Non, c'est la pire erreur à... La pire, carrément. La pire à ne pas faire. J'estime que lorsqu'un couple est en crise, c'est pour un problème bien particulier. Et tant que ce problème n'est pas réglé, faire venir un enfant au milieu de cette crise ne peut que peut-être apaiser les tensions, mais à un moment ou à un autre... De manière temporaire, mais à un moment ou à un autre, le problème va ressurgir. Et ce qui va être grave dans cette histoire, c'est que l'enfant va en pâtir de cette situation. Et ce qui fait que beaucoup de parents, malheureusement, se séparent. Il peut y avoir des couples où les enfants étaient déjà là, bon, c'est pas vraiment le sujet, mais étaient déjà là, et la crise a commencé pendant, mais... Quand j'entends des femmes dire oui, pour conserver son homme, elle va tout faire pour tomber enceinte parce qu'elle veut conserver son homme. Ou même c'est grave piégée, entre guillemets. C'est grave parce qu'en fait, elle-même, elle est piégée dans le sens où le mec, il n'est plus amoureux d'elle. Il va peut-être la garder juste pour faire bonne figure vis-à-vis de la famille, mais il va aller la tromper dehors. Et comme je dis, elle peut se retrouver même à un moment donné, si le monsieur est vraiment exaspéré, il peut se retrouver même à abandonner la femme avec ses enfants, avec cet enfant. Donc franchement, mesdames, non, quoi, jamais de la vie, ne le faites surtout pas. Au contraire, si ça ne va pas, soit on règle le problème et ensuite on fait un enfant. Et si ça ne va vraiment pas, il est beaucoup plus mature et sage de se séparer et puis de recommencer sa vie. Toi, tu es radicale vraiment sur la question. Moi, j'avoue que je n'ai pas vraiment de réponse. Je tends vers ton point de vue. C'est-à-dire que j'ai vu dans mon entourage, pas forcément proche, mais plutôt lointain, des personnes tenter justement un bébé parce que ça allait pas trop, parce qu'ils se sont dit, bon, il faut peut-être qu'on crée de la nouveauté, quelque chose de beau qui va nous solidifier, en fait, qui va nous ramener ou nous rapprocher. Et en général, dans ce que j'ai observé, ça n'a pas forcément fonctionné. Ou du moins, ça a peut-être donné quelques... Voilà, en fait, une sorte de sursis, quoi. C'est ça. Une période où on s'occupe du bébé, on est concentré sur le bébé, et après, il grandit. Et comme tu le disais, les problèmes ressurgissent. Après, il y a des exceptions. Mais il y a des cas, il y a des exceptions. Je ne dis pas que ça n'existe pas, que vraiment, peut-être l'enfant vienne. Mais je pense que l'enfant n'est pas la raison. C'est peut-être la volonté de vouloir faire mieux pour le bonheur de cet enfant. Peut-être. Mais combien sont ceux qui ont réussi à surmonter ces épreuves-là grâce à un enfant? Oui, alors c'est vrai que peut-être qu'on va penser que ça va être l'enfant qui était la solution et qui donc a réglé le problème. Mais parfois, c'est juste parce qu'aussi, je sais pas, hein, mais dans un couple, on a des crises, quoi. Je veux dire, ça va, ça vient, c'est des hauts et des bas, c'est pas vraiment linéaire, donc peut-être qu'on traverse une période de crise temporaire et que l'enfant arrive à un moment où, justement, on décide de vraiment travailler à améliorer les choses. Combien sont ceux qui ont cette maturité-là, justement, d'y arriver? C'est un gros travail et c'est pas tout le monde qui réussit. En tout cas, là où je te rejoins, c'est que vraiment, il faut... quand on entend une femme dire « oui, je vais essayer de... tomber enceinte pour piéger parce que je sens qu'il est en train de s'échapper, ça pour moi c'est une erreur. Et déjà d'une part c'est condamnable parce qu'en réalité ça veut dire que quelque part tu as aussi manipulé l'autre et que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire. Peut-être que tu as arrêté de prendre des contraceptifs alors que la personne pensait que
tu en prenais, donc c'est pas, même éthiquement, c'est pas bien. Ouais. Et peut-être même que l'enfant ne serait pas désiré de ce père, de cet homme-là, qui va peut-être assumer ses responsabilités, oui, mais par principe. Pas autant que si c'était un enfant qui était désiré. Et ça va se sentir, l'enfant va le sentir quand il va grandir. Écoute, on va peut-être prendre le pouls de notre public et voir ce qu'il en pense. Dans la place publique aujourd'hui, on vous demande justement, un enfant peut-il sauver un couple? On va écouter vos réponses. Si réellement l'homme aime sa femme, quel que soit le problème, si réellement il aime la femme, il va vers la femme. Ne regarde pas les à côté. Peu importe, même si l'enfant est là, si l'enfant n'est pas là, l'homme va vers la femme. Tout dépend de l'amour de l'homme envers la femme. Moi-même, mon enfant m'a donné conseil et puis je suis là aujourd'hui. Il était fâché contre son papa. Maintenant, je l'ai trouvé dans sa chambre. Il dit, ah ça là, je suis fatigué, je veux plus rester ici avec ton papa. Et puis il m'a donné le conseil, il dit, maman, un jour là, ça va aller. Moi-même là, je peux t'enlever dans la souffrance. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis là, je ne me suis jamais fâchée encore. Dans une relation, l'amour peut sauver un couple, mais pas forcément un enfant. Parce que l'amour unit deux personnes. Donc quand deux personnes s'aiment, je pense qu'ils doivent s'unir. Pas besoin forcément de l'enfant pour les unir. Si tu as aimé la femme, si elle est enceinte, quand elle vient te dire qu'elle est enceinte, si tu voulais la quitter pour une autre femme, du fait qu'elle est enceinte, tu peux rester avec elle. Donc l'enfant, tu ne sais pas ce que l'enfant peut t'apporter s'il vient au monde. Un enfant, c'est une chance, c'est une bénédiction. Il y a d'autres enfants qui viennent et puis ils ont toutes sortes de bénédictions en eux. Donc là, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas la laisser parce qu'elle est enceinte, il ne peut pas la laisser. Donc l'enfant peut sauver notre couple. On peut être ensemble et puis ça peut aller. Ta femme que tu vis avec elle à la maison, voilà, c'est non parce que vous avez un enfant ensemble. Si elle veut quitter la maison, bon, tu dois la maintenir parce qu'il y a un enfant de vous. Donc tu vois, voilà, donc ça peut sauver le couple. Tu vois, parce que si la mère est ton enfant, tu ne peux pas laisser partir. Ça, c'est pas normal. Bon. Des avis mitigés. Hein. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai, qui surtout disent d'hommes. ça. Ouais. Oui, je peux être d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que, voilà, dans un couple, quand on aime vraiment sa femme, on fait tout pour vraiment sauver son couple. Mais par contre, comme je l'ai dit, il faut que ce ne soit pas un piège, surtout. Et il faut que ce soit une volonté commune de vouloir chercher à s'en sortir. Néanmoins, il faut savoir que, comme je l'ai dit dès le début, s'il y a un problème qui est profond, l'enfant va venir, mais il va juste que temporiser une situation, mais les choses peuvent revenir après et ça peut même souvent être pire. Ouais. Donc il faut vraiment, comme je dis, c'est 2 poids 2 mesures. Quoi. Ouais. Et je pense que on a entendu le point de vue d'un des interlocuteurs dans ce micro-trottoir qui a dit qu'un enfant, c'est une bénédiction. Et comme on ne sait pas vraiment quel type de bonheur il va apporter au couple, c'est possible que tout change avec lui. Alors peut-être, hein. Honnêtement, peut-être. Pourquoi pas? Moi, j'avoue que je ne sais pas, par manque d'expérience dans le domaine. Je ne peux pas répondre à la question, mais bon, je pense que placer autant d'espoir dans l'arrivée d'un enfant aussi, parfois, ça peut être un... Tu peux te retrouver juste avoir des attentes qui peuvent être décevantes. Ouais, tout simplement, voilà, des déceptions. Bon, on va accueillir nos invités du jour en plateau parce que ce sont des experts dans le domaine de la famille, de l'amour, du couple et ils vont donc nous aider à éclaircir un petit peu les choses. Donc par rapport à cette venue de l'enfant pansement. Aujourd'hui, nous avons Blanche Bossouma, coach matrimonial, qui est une habituée du plateau des femmes d'ici, et Frédéric Zabi, qui lui aussi est un habitué, coach matrimonial également. Bonjour. Bonjour Rémi. Vous allez bien? Très bien. Alors, il me semble qu'on ne vous a jamais eu en même temps, si? Non. Voilà. C'était notre première rencontre aujourd'hui. C'est votre première en tandem. C'est ça. Première rencontre aussi. Oui. Alors, Blanche et Frédéric, on va parler aujourd'hui donc de l'arrivée d'un enfant en pleine crise dans le couple. En particulier, on pourra parler de la façon dont l'enfant interagit avec ses parents, même quand il est déjà né et qu'il y a une crise qui survient. Mais pour commencer, peut-être, parlons d'abord de l'importance d'un enfant dans un couple. On sait qu'on le dit souvent sur le plateau des femmes d'ici, l'une des finalités du couple, c'est quand même de fonder une famille. En tout cas, pour la plupart des gens, c'est de fonder une famille, à part pour ceux qui ne le désirent pas. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, oui, c'est un peu le salut de tout couple que d'avoir un enfant? C'est une question qui est un peu mitigée parce que, d'abord, on dit couple. Couple, c'est 2 personnes. C'est ça. Donc, à la base, c'est 2 personnes qui s'aiment, qui décident d'être ensemble. Et par la suite, les enfants viennent. Et quand on est ensemble, au bout d'un certain moment,
on a envie que les enfants viennent parce que les relations de couple ont un cycle. À chaque saison bien particulière, il y a des besoins qui se créent. Donc, dans les 3 premiers mois, on sait tous que c'est le mois de la découverte, de la séduction. Et après, dans les 3 premières années, on rentre dans, je dirais, dans les années de la responsabilité. Chacun essaie de découvrir le rôle qu'il a dans la vie de l'autre. Et chacun essaie de s'imposer par rapport au rôle qu'il a. Mais après, à partir de la 4e année, on pense famille, on pense vraiment convivialité, parce que l'être humain a été conçu comme ça. C'est un instinct qui se crée. On pense famille. Dans les 4 jusqu'aux 10e année, vraiment, on pense vraiment aux enfants. La construction, quoi. On pense à la construction d'une famille. Sauf dans les cas rares où les 2 couples ont décidé de ne pas vraiment avoir d'enfants. Sinon, on pense famille. Mais après les 10 ans, le couple se rejoint encore dans le rôle de la séduction et on se retrouve 2 parce que les enfants deviennent adolescents. Ils sont grands, ils sont grands et vous devenez un peu gaga. Et finalement, vous vous rendez compte que vous êtes tous 2 encore et vous reprenez votre vie jusqu'à ce que vraiment le couple atteigne les 20 ans, les 30 ans. Donc, un enfant peut rapprocher le couple, oui. Peut rapprocher le couple dans le cadre où un parent, dans le second cycle, où les parents ont dépassé les 3 années du rôle de part et d'autre, et après, on a envie d'être dans une atmosphère familiale. Et qu'on a traversé vraiment des épreuves, on est confirmé que l'un et l'autre, c'est vraiment la cote, c'est vraiment la personne qu'il faut. On a envie après de se sentir projeté, c'est-à-dire on a envie de voir un être sorti de l'autre. Parfois, des personnes n'ont pas envie d'avoir des enfants, mais arrivé un moment, l'homme a envie de voir sa progéniture, sa progéniture. Et la femme aussi ressent en elle le besoin de maternité. C'est un instinct féminin. Oui. Le besoin de maternité à un certain âge, même si la société ne te le dit pas, tu le vis. C'est instinctif. Et avec ce besoin-là, arrivé un moment, ça devient un sujet de discussion et on peut décider ensemble de faire un enfant. Et le fait de pouvoir ressentir cet instinct-là, ça peut créer une tension dans le couple. Ça fait que parfois, la femme a envie, elle calcule, elle veut vraiment que l'enfant vienne. Et le monsieur, peut-être s'il n'a pas envie, c'est ça. Donc, quand l'enfant vient, ça peut résoudre, comme Aurélie l'a dit, un problème temporaire. Il y a aussi le cas aussi où l'enfant peut venir résoudre, peut venir rapprocher le couple. C'est-à-dire qu'on se sentait, peut-être, on s'aimait, mais l'enfant qui vient, il va créer un rituel. L'enfant peut avoir une attitude. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont comme des anges, qui, de par leur attitude, de par leur manière de parler, de par leur personnalité, vont vous emmener à avoir une certaine humanité au point où vous avez l'impression que vous êtes dans un petit paradis, quand l'enfant vous parle même à l'oreille. Mais souvent, surtout qu'il y a beaucoup de parents qui disent mon enfant m'a changé. C'est justement. J'ai changé avec la venue de mon enfant, donc peut-être que ça peut aussi changer du coup dans les relations. Enfin, la relation vis-à-vis de son conjoint. Surtout quand il y a les cas d'addiction. Un parent peut-être qui est addict à l'alcool ou à la boisson, qui voit son enfant lui parler sincèrement ou qui voit que l'image qu'il souhaitait avoir face à cet enfant-là, ce n'est pas le cas, il va changer. Et en changeant, il crée le bonheur dans le couple. Ouais. Frédéric, Xavier ? Oui, je pense qu'il faut commencer par tropicaliser la vision sur les questions d'enfants dans le couple. Dans le couple. Tropicaliser, africaniser les choses. Parce que la vision européenne veut qu'on parle de couple, mais la vision africaine, elle voit d'abord famille. Tout de suite la famille. Elle voit tout de suite la famille, elle voit avant tout la famille. Le couple vient après. Donc, dans cette vision-là, l'enfant a une place de choix. La preuve, quand les gens se marient, dès les premiers mois, on ne demande pas est-ce que votre couple s'est consolidé. Va bien. Est-ce que tout va bien. On demande à l'homme pourquoi ta femme n'est pas encore enceinte. Ouais, Ce sont les questions que les gens posent. C'est vrai. Ça veut dire que l'enfant a une place centrale dans l'imagerie de l'Africain. Comme on est en Afrique, tropicalisons les choses. Et donc, l'enfant, ici, sa place, elle est cardinale. Elle n'est pas là pour être le ciment seulement du couple, mais elle vient pour être le point qui scelle des alliances. Alliance entre 2 personnes, alliance entre des familles. Parce que quand il n'y a pas d'enfants, les gens ne se sentent pas en alliance en Afrique. Donc, qu'on le veuille ou pas, les Africains sont modelés à cette vision de la vie. Et c'est ce qui est incrusté dans leur subconscient. Et c'est avec ça qu'ils fondent leur couple. Donc, tout de suite, au début du couple, la plupart des gens recherchent tout de suite à faire un enfant. D'accord. Pas pour consolider leur famille, mais pour perpétuer une imagerie. Ouais. Pour rester ancré dans une culture. D'accord. Et donc,
Oui. C'est intéressant hein, ce que vous dites, Frédéric, parce que vraiment, vous placez le problème autrement. C'est-à-dire que, vu que l'enfant est la finalité première, comme vous dites, d'une importance cardinale, en réalité, on ne raisonne pas en fonction de « oui, est-ce que le couple va bien ? Du coup, est-ce qu'un enfant peut venir trouver sa place ici ?» C'est en fait l'enfant qui doit être là et qui doit arriver très rapidement. L'Africain, c'est la famille d'abord. Ouais. Famille, donc couple plus enfant. Alors, juste avant de te laisser poser ta question, je pense qu'on va quand même revenir donc, sur cette question de la crise dans le couple avec ce reportage préparé par Karine Cassis sur la question, justement. À tout de suite. Enfant pansement. C'est l'appellation qu'on donne à un bébé désiré dans le seul but de sauver un couple qui vole en éclats. Une méthode risquée selon cette psychologue qui conseille aux conjoints de revoir l'intérêt d'avoir un enfant. On s'aime et ensuite on a un projet commun ensemble qui est soit de faire un enfant ou d'autres projets, pas forcément en lien avec la venue d'un enfant. Donc je vous dirais, on ne fait pas un enfant pour sauver un couple, mais on fait un enfant pour consolider en fait notre relation. Lorsque la relation est à bout de souffle et que le couple s'entête à faire un enfant pour espérer sauver le meuble, cela peut provoquer l'effet inverse. Quand on n'arrive pas du tout à se supporter, on a beau avoir un enfant, ça va maintenir l'homme ou la femme pendant un temps. Et si les problèmes qui sont à la base peut-être des disputes, d'une probable séparation ne sont pas résolus, l'enfant ne va pas résoudre ces problèmes-là. Il va juste venir, comment dire ça, c'est-à-dire il va faire patienter ces problèmes-là parce qu'en ce moment-là, il sera la priorité et on va se concentrer sur l'enfant. Mais après, ces problèmes-là peuvent ressurgir et ce sera encore plus grave parce que là, on peut aboutir à une séparation avec un enfant à élever. C'est beaucoup plus compliqué. Dans bien des cas de figure, la femme est au devant de ses choix risqués. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Si c'est un enfant qui a été désiré uniquement par la femme, on a des cas de figure où elle transmet tout l'amour qu'elle a pour le père en cet enfant-là, ou alors il peut arriver qu'elle déteste l'enfant parce qu'elle se dise c'est l'enfant en fait qui a peut-être accentué leurs problèmes, c'est l'enfant qui a aggravé leurs problèmes. Donc dans les deux cas de figure, on va dire que ce sera au cas par cas en fonction de toute l'histoire qu'il y a autour de l'arrivée de cet enfant. On aura une mère qui sera peut-être beaucoup plus protectrice ou un père qui sera beaucoup plus protecteur, ou des parents évitants, c'est-à-dire ils vont s'éloigner carrément de l'enfant parce qu'il pourrait être la cause en fait de tous les problèmes, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce projet de vie non désiré par l'un ou l'autre partenaire, alors que la relation n'est plus au beau fixe, peut avoir non seulement des répercussions sur les conjoints, mais aussi sur l'enfant. Quand ça ne va pas, il ne faut pas forcer les choses parce qu'en voulant forcer, finalement, on se fait plus de mal que de bien. Et ça impacte la vie des parents eux-mêmes. Il arrive que des parents finissent par se détester, mais en même temps, les problèmes que les parents ont, les enfants vont le ressentir. Et finalement, on aura une famille malheureuse, une famille ensemble, mais une famille malheureuse. Parfois, la séparation peut aider. On a des parents séparés, mais on a des enfants heureux, on a des parents de part et d'autre qui sont tout de même heureux. Afin d'éviter ce piège, consulter un thérapeute conjugal peut être très utile pour repartir sur de nouvelles bases. Alors justement, Frédéric, ça tombe bien qu'on ait vu ce reportage parce que ça rejoint un peu ce que vous disiez. Et ma question que j'allais poser, c'était que souvent, les parents, quand ils sont en crise et qu'il y a un enfant, ils se disent que parce que l'enfant est là, on va faire un effort pour essayer d'arranger la situation. Est-ce que c'est une bonne idée de faire justement d'avoir cette volonté de maintenir une relation pendant que l'enfant est là? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que, comme elle l'a dit, c'est pas une bonne idée en réalité? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais ça peut être une bonne idée. Ça dépend ça dépend du cas. Ça dépend de l'angle sous lequel on va se placer. Mais avant d'arriver à ça, il faut partir sur les fondamentaux. Et l'un des fondamentaux, c'est qu'on rentre justement dans le couple avec des faux clichés, des demi-vérités, des contre-vérités, qui nous disent qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui n'a pas de valeur. Qui nous disent qu'une femme qui n'est pas mariée, c'est une femme qui n'a pas de valeur. Du coup, quand on a ce genre d'idée, qu'on est dans un couple, on croit
pour maintenir absolument le couple, il faut forcément l'enfant au milieu. Et sans enfant, on ne pourra pas maintenir le couple, on ne pourra pas maintenir l'harmonie du couple. Ce qui n'est pas vrai. Parce que de cette façon-là, comme elle a dit, et comme chacun de nous le pense correctement ici, on n'est pas en train de... On ne résout pas les problèmes, en fait, quand on essaie de se servir de l'enfant comme un moyen pour penser une blessure, etc. Mais en même temps, vous avez dit avant, et c'était légitime aussi, c'est que comme on est dans une société africaine et que l'enfant est central, finalement, on ne s'imagine pas sans. Est-ce qu'on peut raisonner en dehors de ces valeurs-là qui sont le problème de l'Africain que nous sommes une génération de transit. Oui, vous le dites souvent. Voilà, on est un peu perdu entre les deux. Et donc, on est vraiment perdu. C'est-à-dire qu'on veut résoudre certains problèmes à l'africaine sans utiliser les valeurs africaines. Le couple s'épanouit, évolue dans un contexte où il y a des valeurs spécifiques et particulières qui ne sont pas forcément les valeurs à l'occidental ou les valeurs telles que nous les vivons dans le monde moderne. Au village, par exemple, on a une famille, c'est-à-dire que le développement des moyens de prévention des crises est tellement développé qu'on arrive très rarement aux crises. Tout à fait. Et même quand on arrive aux crises, on a toujours des outils de règlement faciles de crise, ce que nous n'avons pas. Ici, nous prétextons du manque de temps, des voyages, etc., pour ne pas entretenir ce qu'il faut pour prévenir les crises. Du coup, quand la crise survient, on est démunis. Et il y a ce paradoxe, comme on le disait avant juste l'enregistrement, c'est que à l'époque, il fallait faire venir un intermédiaire ou un témoin qui pouvait donner des conseils. Mais aujourd'hui, la plupart de tous les conseils qu'on reçoit de nos parents, c'est « ton foyer, c'est pour toi. Tu ne dis à personne tes problèmes, ça doit rester pour toi et toi seul. » Mais en réalité, comment est-ce que justement un couple peut réussir à se sauver s'ils ne réussissent pas à en parler? Et comme on dit, on implique un enfant dedans. Après, moi, je pense que aussi toujours tout dire, ça peut être compliqué, non? C'est vrai, mais je pense que quand vraiment il y a une crise, comme il a dit, à l'époque, dans les villages, il y avait des réunions de famille, il y avait des médiations, et puis bon, voilà, ça s'arrangeait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je veux ajouter même à ce que vous dites, nous, en Afrique, on a la dot. Que tu partes de l'Afrique du Sud jusqu'à, je ne sais pas où, toute l'Afrique connaît la dot et c'est quelque chose qui est culturel. Et au cours de la dot, on précise que c'est une famille maintenant. Il y a de part et d'autre deux familles qui se rejoignent. Du coup, ces deux familles qui se rejoignent, on donne le droit même à chaque parent de jouer même son rôle durant la dot. Et on fait savoir au couple que vous êtes là, vous n'êtes pas là pour vous divorcer. Et s'il y a un problème, vous pouvez même faire intervenir quelqu'un. Et cette culture-là, je pense qu'on ne doit pas la balayer pour dire que... C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit, ton foyer, c'est toi et ton mari. On nous répète ça. Autant on a répété à la jeune fille, si tu n'es pas mariée ou si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une bonne femme. C'est des clichés qui sont en train de naître. Or, c'est le moment de faire savoir aujourd'hui qu'il y a des couples qui peuvent être heureux sans enfants. Et puis, ça existe. Et s'il y a un problème, on peut faire intervenir quelqu'un. Parce que, mine de rien, quand on a un problème, deux personnes campées sur une situation peuvent avoir le regard fermé. Mais une personne qui a un troisième œil extérieur peut venir avoir un point de vue qui va trancher. Mais toujours dire que ton mari, c'est entre vous deux, c'est vrai que c'est bon. Mais entre vous deux, ça peut... Chacun peut être dans une posture défensive au point où personne ne veut faire un pas. On n'arrive plus à communiquer. Voilà. On n'arrive plus à communiquer. Lorsqu'on fait intervenir, j'ai dit plusieurs fois ici, le témoin. Parce qu'aujourd'hui, le témoin, on le choisit parce que soit il a des moyens, soit il est beau, soit il est ceci, soit on est très proche. Mais un témoin doit être une personne qui a un pouvoir de parole entre toi et ton mari. C'est un choix qu'il faut faire vraiment de façon réfléchie. Et ce témoin-là, lorsqu'il y a un problème, ce n'est pas forcément le témoin du jour de la signature, c'est le témoin aussi qui doit être là le jour où on va vouloir déchirer le papier pour régler les problèmes. Donc, quand on a un réel problème, au lieu de peut-être tourner vers le choix d'un enfant qui va venir nous fragiliser, parce qu'un enfant, c'est de la responsabilité. Or, la responsabilité, elle doit être commune. Déjà, imaginez, vous voulez faire un choix d'habitation. Vous ne vous entendez pas sur ça, vous dites, on veut faire un enfant. L'enfant naît. Il va falloir le mettre à l'école. Or, peut-être vous avez dû accepter l'habitation, pas parce que vous voulez, mais peut-être par compromis. Il va falloir mettre l'enfant à l'école. Maintenant, on va chercher à dire, bon, on va le mettre dans l'internat dans une ville voisine. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Parce qu'à la base, on n'était pas d'accord sur le lieu d'habitation et on n'a pas tranché ce problème-là. Donc, on a juste remis à plus tard. Justement. Et l'enfant va emmener des responsabilités concrètes. C'est-à-dire que ce soit son alimentation, le lieu d'habitation, la manière de l'éduquer, la manière de lui parler. La manière de l'éduquer plutôt. La manière de lui parler, la manière de...
sa manière de manger. Or, si ce sont des choses qu'on n'a pas eu le temps de se synchroniser nous-mêmes, on ne va pas envoyer un étranger parmi nous qui va venir nous trancher. J'aime bien un étranger, c'est pas mal. C'est vrai. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la conversation avec Blanche Bossouma et Frédéric Zabi. Restez avec nous, à tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous rappelle que cette émission passe tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05 sur NCI. C'est le numéro 4 de la TNT ou 204 du bouquet Canal. Nous sommes en compagnie de nos invités du jour, Blanche Bossouma, coach matrimonial, et Frédéric Zabi, également coach matrimonial. Et on parle aujourd'hui de l'enfant et de sa place dans le couple, en particulier un enfant qui survient en quelque sorte pour penser les problèmes du couple, donc un enfant pansement. Peut-il réellement sauver le couple? Alors juste avant de partir en coupure pub, tu nous disais Blanche, que ajouter donc dans un climat un petit peu confus, où on n'a pas vraiment posé les bases réelles de où on va, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, ajouter un enfant, en fait, ça peut faire qu'exacerber les problèmes. Ouais, c'est ça, hein. Ça peut créer une explosion. Une explosion. Parce que je veux que vous connaissiez tous l'image du Lego. L'homme et la femme, chacun vit avec son éducation, avec sa culture, avec sa manière de voir, même avec sa définition de l'amour. Et lorsque vous rencontrez, vous avez les 3 premières années pour vous synchroniser, comme un Lego pour vous accrocher. Et imaginez à cette période-là où personne n'est vraiment précis sur son rôle. Décider ensemble de faire un enfant, pensant que ça va nous unir. Ouais, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Ça veut dire qu'il faudrait idéalement attendre 3 ans avant de faire un enfant? Non, pas du tout. Même pas forcément 3 ans, comme j'ai dit. Il faut vraiment se synchroniser. C'est des sujets qui peut prendre moins de temps ou plus de temps. Ça peut prendre moins de temps. Ça peut prendre 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais c'est une manière pour moi de vous dire qu'il y a des sujets qu'on devrait réellement parler dans les couples, dans les couples, que de parler, par exemple, on va porter de beaux vêtements, on va cuisiner, on va faire ceci, on va inviter tel parent, tel. C'est des sujets sur lesquels, même la naissance d'un enfant, on doit en discuter. Quelles sont les valeurs qu'on va lui partager? Qu'est-ce qu'on voudrait vraiment? Comment on veut vivre? Il faut demander à son mari, voilà comment je souhaite que tu me traites dans mon couple. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? C'est des questions, parfois, on ne demande pas parce qu'on se dit qu'il m'aime déjà. Oui, c'est vrai. Il t'aime à sa façon. Demain, cette même façon de t'aimer risque de ne pas te plaire. Donc, il faut pouvoir se dire ces vraies conversations. Des vraies conversations, et dire ce qu'on veut. Dire ce qu'on veut dans le couple. Or, quand on ne débat pas sur les sujets, on pense à se marier, faire les enfants, construire. C'est-à-dire, on survole. Et quand l'enfant vient... Quand on a décidé, dès qu'on se marie, on commence à penser à l'enfant vite. Pourtant, déjà, on ne s'entend pas si il y a déjà des petits problèmes. Quand l'enfant vient, il va nous fragiliser. Parce que lorsqu'on va vouloir prendre des décisions claires et précises, avec la présence de l'enfant, on risque de se séparer. Ça va fragiliser même le couple. Frédéric, vous êtes d'accord? Oui, j'ai le sentiment qu'en Afrique, ici, on prépare beaucoup plus la cérémonie de mariage que le mariage lui-même. On ne prépare pas le mariage. Et ça crée tous les problèmes auxquels on assiste dans le mariage, en fait. Alors que l'Afrique culturelle ancienne, là, elle ne fait pas les choses comme ça. Elle prépare la femme au mariage, elle prépare l'homme au mariage dans les écoles initiatiques. Par exemple, quand on va faire l'excision, que je n'encourage pas, mais je parle de ce qui est en back-office. Oui. Derrière la case où il y a l'excision qui est faite, il y a toute la préparation à la vie de femme qu'on fait à la jeune fille. Et même dans les mariages musulmans, souvent, il y a toujours une matrone qui, pendant que la femme est voilée, pendant les 7 jours où elle est à la maison, en fait, c'est juste des conseils que la dame reçoit tous les jours. Je vous rejoins. Donc, moi, c'est le principe de la préparation au mariage. Les gens ne sont pas préparés au mariage. Ils rentrent dans le mariage, ils croient que les choses du mariage sont un jeu. Ils pensent qu'il suffit juste d'avoir un petit jeu de galipette avec sa partenaire et puis voilà, le jeu est fait et puis ça produit un enfant et puis l'enfant, on l'utilise comme un jouet. Un enfant n'est pas un jouet. Les gens, ils ont cette conception-là, c'est-à-dire qu'ils ont une conception particulièrement égoïste du bonheur de la famille. Une vision très, très égoïste. Oui. Ils pensent à eux. C'est-à-dire, madame utilise les enfants, monsieur utilise les enfants pour régler leurs problèmes d'adultes. Mais aucun d'entre eux ne pense aux enfants. Ouais. Qu'est-ce que l'enfant y vit?
Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il sent? Ils sont très peu de personnes à s'intéresser à ça. À se poser la question. Et là, on oublie que quand on est en train de former un enfant, on forme 3 personnes en un. On forme un enfant, on forme un futur mari ou une future épouse, ça, oui. On forme également une future mère de famille ou un futur père de famille. On ignore ces aspects-là. Et donc, la dimension émotionnelle est totalement ignorée. La dimension sanitaire, elle est méconnue carrément. On n'en parle pas. On est branché sur les questions d'amour à l'eau de rose et tout. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de choses profondes dans le mariage qu'il faut s'accaparer. On ne reste pas à la surface pour... non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'apprendre les choses véritables du mariage. Oui. Et à ce niveau-là, j'avais voulu dire qu'il faut faire comprendre aux gens les principes. Et le principe, c'est qu'un enfant ne retient personne dans un couple. D'accord. Et pourtant, on a entendu ces hommes dire dans le micro-trottoir, moi, si ma femme est enceinte, que ça va pas trop, comme je sais qu'un enfant est une bénédiction, bon, peut-être que je vais rester, peut-être que... Et dans le même micro-trottoir, et c'était ma question d'ailleurs, dans le même micro-trottoir, il y a une dame qui a dit, mon enfant a sauvé mon couple parce que mon enfant est venu me donner des conseils, au lieu de partir... Je suis restée. Est-ce que justement vous pensez qu'un enfant, même si ce n'est pas son rôle, quand il décide de s'asseoir avec ses parents pour dire non, restez ensemble, est-ce que c'est une bonne idée que s'implique comme ça et est-ce que ça peut vraiment sauver à un moment donné? C'est pas... Bon, je vous laisse la séance, déjà, ce n'est pas le rôle de l'enfant de réconcilier les parents. Il n'était pas là quand il formait le couple, donc ce n'est pas lui qui va venir les emmener à le bâtir. Le couple, c'est 2 personnes responsables. Donc l'enfant, déjà, ce n'est pas son rôle. Et ce n'est même pas intéressant de le mettre dans ce rôle-là. Parce qu'il n'a pas les outils, il n'a pas cette carrure-là. Bien au contraire, il risque même de développer des vices, de développer des attitudes après qui vont réagir dans son couple. Il n'est pas outillé pour pouvoir réunir ou bien réconcilier ses parents. Ce n'est pas bon d'utiliser les enfants à ce type de situation. Et puis d'écouter les conseils de ses enfants. Et d'écouter le conseil de ses enfants. Parce que les enfants aussi, après ils viennent, ils sont égoïstes aussi. Ils ont vu une cellule, ils veulent rester dans cette cellule-là. Ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent avoir des attitudes pour vous manipuler. Mais toi, la mère qui sait que tu te fais battre tous les soirs, ce n'est pas l'enfant qui prend les coups. Et après, quand tu vas finir de te faire battre, c'est l'enfant qui risque même de prendre les coups par la suite. Donc, il ne faut pas forcément écouter les conseils des enfants qui veulent vivre cette cellule familiale en cliché parfaite. Parce que, comme je disais en introduction, un enfant peut consolider un couple si, par exemple, la naissance de l'enfant était l'objet même des disputes. Comme par exemple, était l'objet, par exemple, on se disputait parce qu'on voulait un enfant. Et l'autre ne se sentait pas prêt ou l'autre n'arrivait pas à enfanter. Quand l'enfant va venir, c'est sûr qu'il aura la flamme. Mais le problème est réglé. Le problème est réglé. Ou soit, par exemple, comme j'ai dit aussi en introduction, il y a des gens qui ont une addiction ou bien qui ont une attitude qui n'est pas forcément saine. Et lorsqu'il y a un enfant, ils le font sciemment. Et quand l'enfant vient, ils sentent qu'il faut changer. Par exemple, le cas de la dame qui a dit « je voulais partir ». Parce que, comme je dis toujours, le divorce n'est pas la première solution face à une situation d'un couple. C'est-à-dire la décision définitive, une dernière option. Quand on a tout essayé, on a vu des conseillers, on a vu des psychologues, on a vu des coachs, on a vraiment fait qu'on voit qu'on ne peut pas, on court. Mais quand on dit, bon, il m'a crié là-dessus aujourd'hui, j'en ai marre, je pars, c'est pas responsable. Et là, peut-être son enfant, lui a dit, par exemple, maman, ne fais pas ça. Et l'enfant, il a joué un rôle. Peut-être, je dirais, Dieu est passé par l'enfant. Oui. Mais certainement, cette femme n'avait pas la capacité de pouvoir gérer ses émotions ou même ne trouvait pas d'autres options pour résoudre son problème que de partir. Et là, l'enfant a juste contribué. Et cette prise de conscience que si je pars, qui va s'occuper de mes enfants, a certainement emmené cette femme à travailler sur son comportement, sur son attitude, qui a protégé son foyer. Mais de là à dire qu'un enfant peut protéger un foyer, c'est une utopie, c'est une folie. C'est aussi mettre trop de responsabilité. Trop de poids sur l'enfant qui cherche à se connaître, qui cherche même à comprendre la vie. Grandir, Frédéric? L'enfant, il a ses propres crises. Il ne faut pas en rajouter. Il a ses propres crises de développement. Il a ses propres crises pour se retrouver lui-même, pour savoir qui il est et se projeter. Et quand on l'utilise comme un coussin sur lequel on va venir reposer notre tête en pleurs, on est en train de le fragiliser. Ça a déjà été dit. Je ne vais pas insister. La dimension émotionnelle est très souvent très mal perçue par les gens qui sont dans le couple. Et je reviens là-dessus, ils sont tellement égoïstes. C'est-à-dire que
on pense à notre bonheur à nous, mais le pauvre petit qui n'a pas la maturité psychologique pour supporter certaines douleurs, c'est à lui qu'on va confier nos problèmes d'adultes, alors qu'il n'a pas les outils pour les régler. Ça le fragilise, ça le destine à être plus tard quelqu'un qui est fragilisé lui aussi face à ce genre de situation dans son propre couple. Il ne faut pas. Il faut savoir qu'un enfant, c'est un enfant. Et sa place est dans une cour de récréation ou à l'école. Et pas dans un tribunal. Écoutez, maman ou papa. Voilà. Ouais. Parce que le problème que les gens ils ont dans leur couple en général, pourquoi ils se servent d'un enfant? Parce qu'ils croient que quand il y a une crise, il faut que quelqu'un ait raison. Oui. Il faut que quelqu'un ait raison. Donc on cherche à avoir raison. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le plus important. Et puis finalement, c'est pour que l'enfant prenne parti aussi. Voilà. Ça, souvent. On cherche un supporter, on cherche quelqu'un qui va venir nous encourager dans notre décision. C'est pour ça qu'on peut aller vers un enfant. On a besoin de quelqu'un pour renforcer notre capacité de résilience. C'est pour ça qu'on peut aller vers un enfant. On s'est dit, bon, comme lui, il y a des liens filiaux qui nous unissent et ces liens-là sont forts, si ça vient de lui, ça va m'emmener à rester. Mais c'est une mauvaise chose. Je pense que ce n'est pas une décision qui est sage, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, ouais. Non, continue. Il faut absolument aller à une autre compréhension du couple. Cette compréhension du couple-là, elle intègre une dimension qui est spirituelle, qui est émotionnelle, qui est psychologique et qui est beaucoup plus importante que tout ce qui est matériel sur lequel on a envie d'avoir raison. Alors, on comprend que tous les deux, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde. La question même de l'arrivée d'un enfant ou même du rôle de l'enfant dans la crise, dans le couple entre maman et papa, finalement, elle n'est pas centrale. C'est pas l'enfant qui va aider quelqu'un à rester ou les choses à aller mieux. Mais y a-t-il quand même des cas, je ne sais pas, peut-être des exceptions, ou dans votre expérience de coach, est-ce que vous avez rencontré des cas où effectivement l'enfant est arrivé et a vraiment joué ce rôle-là de sauveur? Et pourquoi exactement? Et en introduction, j'avais brossé subtilement. Dans le cas où le couple traverse la troisième phase du couple, c'est-à-dire après 9 ans, 10 ans. Vous avez vu les enfants, ils sont nés, vous les avez éduqués, ils commencent à être adolescents. Ils vous trouvent gaga. Quand tu vois ton fils en train de manipuler son téléphone, tu dis, lui, il fait quoi? À la rigueur, il a envie de te dire, tu m'emmerdes. Oui. Quand tu appelles, c'est ça, quand tu prends le téléphone de ta fille, tu fouilles là-dedans, elle est capable de te dire, tu fouilles dans mon téléphone à moi. Donc finalement, vous vous sentez inutile dans la maison. Vous êtes monsieur, madame, mais vous n'êtes plus vraiment parents utiles dans ces genres de situations-là. Et parfois, lorsqu'un enfant surgit, il va vous rapprocher parce que vous allez rejouer encore ce rôle-là. Parce que n'oubliez pas qu'à partir de 21 jours, une habitude devient crée un cycle. Ça devient... comment j'ai expliqué ça? Dans le domaine de la mémoire. Oui. En fait, ça devient une habitude. Ça devient une habitude, c'est ça. Au fur et à mesure de faire les mêmes choses. Ça devient une habitude. Donc, le fait d'avoir été parent, arrivé un moment, on a l'attitude de parent, on a envie d'être parent, on a envie de courir après un enfant qui veut tomber, on veut l'écouter, on veut l'accompagner à l'école. Et lorsque l'enfant devient indépendant, on a créé sans s'en rendre compte un rituel, une certaine habitude qu'on n'arrive pas à désamorcer pour jouer vraiment le rôle d'époux. Et face à ces situations-là, parfois des couples décident de faire un enfant, d'où parfois les bébés de vieillesse, où l'enfant est carrément gâté. Il y a 10 ans entre le dernier et le nouveau. Parce que cet enfant est venu rapprocher le couple, nous remettre encore dans le rôle d'époux, de papa, de maman. L'enfant, il pleure. Quand il pleure même, on commence on s'en réjouit. Quand il fait des bêtises, on est tout heureux. Et puis, ça mène le couple à traverser cette crise-là et à amener le couple vers le dernier cycle qui est de plus de 15 ans et après le couple est épanoui. Donc, dans ces cas-là... on n'aurait pas pu trouver une autre solution que de faire un enfant? Oui, juste... On pouvait trouver une autre solution, mais le besoin, de façon subconsciente, est le fait de voir un enfant encore dans la maison. C'est ça. Puisqu'au but on a fait ça pendant 9 ans. 9 ans, finalement, ou bien 10 ans, l'enfant commence à être adolescent, il a ses secrets. Ouais. On ne trouve pas ça normal. Même déjà, un garçon qui a des secrets, on trouve déjà déplacé. Et on a envie de se retrouver dans le rôle de la mère qui protège encore l'enfant, qui lui donne des conseils, tout ça. Et pour cela, il y a des couples qui décident de faire des enfants. Moi, je suis dans une famille comme ça, où mon dernier petit frère il y a plus de 10 ans. Un bébé qui arrivait bien après les autres. Et ça les a rapprochés. Mon père se retrouvait en train de se retrouver comme un dans les couches. Et après, il y a les grands-parents aussi. L'émission, il va en rire. Mais mon dernier petit frère, quand il est né, on a été scandalisés. On dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut? Mais bizarrement, cet enfant les a rapprochés, a même créé vraiment beaucoup de liens entre eux. Et puis, ça les a consolidés. D'accord. Donc c'est possible. C'est possible, mais comme j'ai dit, c'est vraiment dans le cadre où les enfants deviennent adolescents et que les deux parents
n'ont plus vraiment, ont perdu leur rôle d'époux et vraiment envie de revivre cet environnement de parents. Frédéric? Moi, j'ai envie de m'interroger sur comment ce phénomène naît. Ça naît parce qu'on n'a pas développé des capacités à avoir une intimité de vie. C'est ça. Une intimité de vie qui nous rapproche, des activités qui nous rapprochent, qui nous mettent ensemble, qui font qu'on est épanoui ensemble, on rigole ensemble, on se parle ensemble. On n'a pas ça. Donc, le seul lien qu'on a, c'est l'enfant, malheureusement. Ouais. Et il y a le syndrome du nid vide qui s'installe très vite. Quand l'enfant commence à grandir, on s'est dit, bientôt le nid sera vide, on n'aura plus les cris et puis tout ça. Et on est angoissé par rapport à ça. Du coup, on développe l'envie de faire un enfant. Mais c'est une envie qui ne devrait pas. D'accord. C'est une envie qui ne devrait pas. On doit développer beaucoup d'outils pour être heureux sans un enfant. Ça va scandaliser les gens. Non, je pense que vous avez raison. En réalité, vous avez raison. Voilà, développer des outils. Vous verrez rarement des gens, je parle du cas de la Côte d'Ivoire par exemple, que moi je connais très bien, enfin que je connais le mieux, des gens assis sur la terrasse d'un café en famille. Vous verrez rarement des gens qui vont sortir un soir dans le maquis en famille. Ça ne va arriver qu'une fois en passant. Aller dans un restaurant en famille. Vous verrez rarement des gens, monsieur en train de faire du sport avec son épouse et ses enfants. On n'est pas family-oriented en Côte d'Ivoire. On a une famille, mais on ne fait pas forcément des choses avec sa famille, c'est ça? On ne fait pas les choses en famille. D'accord. On évolue individuellement. Ça crée ce problème. Du coup, on s'accroche à tout ce qu'on trouve dans l'eau. On pense que ce sont des bouées de sauvetage, alors que ce sont des parfaits crocodiles qui peuvent nous envahir. Ce qui peut aider dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas justement de bien asseoir le couple avant d'entrer dans l'aventure parentale? C'est de comprendre. C'est pas une question de durée, c'est pas une question de Non, pour moi, ça n'a rien à voir avec le temps et tout. On peut faire un enfant juste le lendemain de son mariage. Moi, ça ne me pose pas de problème. Quand on a compris, vous savez, c'est la compréhension qui amène la transformation. Quand on a compris l'essence du couple, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on a compris ces choses-là, on développe ses propres outils pour pouvoir faire face à nos crises, pour pouvoir faire face à nos besoins. Et les besoins, forcément, il y en a partout. Mais comment on résout les besoins? Chez nous, en Afrique, malheureusement, on ne résout pas les problèmes. On les contourne ou on les déplace. Et une façon ici de déplacer le problème de quel est le moyen qu'on a d'être heureux ensemble, sans forcément que cela résulte d'une intervention externe à nous, à notre couple, c'est que c'est l'enfant. C'est ça. C'est l'enfant. C'est la réponse immédiate, quoi. Et facile. Parce qu'on aime la facilité. Alors que l'idéal serait qu'on s'asseye en adulte et on se dise, là, nous deux, nous sommes en couple. On a un projet on a le projet de vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Cette vie-là, on l'amène comment? En étant heureux de façon régulière. Le comment, on ne se pose pas cette question. Nous, on est au constat des faits. On avance, les événements surviennent et on est en train de parer toujours aux urgences. Régler les problèmes, alors qu'on peut éviter les problèmes. Au lieu de prévenir les problèmes, c'est ça? La seule façon de bien éviter, d'anticiper, c'est de s'asseoir et de développer une intimité de vie. Je rentre du boulot le soir, je prends ma femme, on marche, on se parle. Ah chérie, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que notre famille soit beaucoup plus heureuse demain qu'aujourd'hui ou hier? On se pose cette question-là, on trouve des réponses, on les implémente, et après on voit comment est-ce que ça marche, on essaie de corriger ce qui ne va pas, on réimplémente, et ainsi de suite. Mais on ne fait pas ça. Combien de personnes s'asseyent pour faire une évaluation de leur vie de couple sur une semaine, sur un mois, sur le trimestre, sur le semestre, sur l'année? Combien de personnes? Il n'y en a pas. Pour rebondir sur ce qu'il est en train de dire, j'ai une fois dit ici que la vie à deux est tellement longue qu'on fait des cours. Il y a un écrivain qui a dit on fait des cours pour avoir des diplômes, on se forme, on fait des stages pour avoir certaines qualifications. Mais le mariage qui est pour la vie, imaginez, on peut organiser deux conférences aux mêmes dates dans des salles voisines, un sur le leadership, un sur le foyer. Dans le foyer, on va peut-être trouver 5 femmes, un homme. Mais le leadership, tout le monde va aller parce qu'on a besoin de chercher l'argent. Or, l'argent, on l'emmène où? Dans le foyer. Les gens, quand on essaie de faire des formations sur le couple, les gens ne s'intéressent pas. Ils se disent que ce n'est pas la priorité. Mais quand tu cherches l'argent, c'est pour faire plaisir à qui?
Imagine, tu as trouvé l'argent et tu n'as plus d'enfants, peut-être à éduquer, puisque les enfants sont devenus rebelles. Tu n'as plus une femme attentionnée, puisqu'elle est partie où? Elle est partie. Donc, tu prends l'argent, tu vas où? Bon. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est que peut-être qu'on va voir dans l'auditoire 4 femmes et 1 homme. Les hommes sont moins impliqués dans ce type Les femmes ont reçu ce bagage africain-là, comme quoi ce sont elles qui gèrent le foyer, vraiment, Donc elles doivent travailler. Elles doivent travailler, elles doivent faire tout pour que le foyer tienne. L'homme, on s'est dit qu'il a en lui l'attitude innée. Rare, on va voir les hommes qui ont le souci de se former pour réussir leur couple. Et c'est dramatique. Sincèrement, je dis aujourd'hui, ceux qui sont spécialisés dans le domaine, ceux qui sont mariés, qui ont des postes vraiment de responsabilité, vaut mieux faire des conférences sur comment vivre une famille heureuse. Parce qu'un foyer qui est désuni, un foyer désorganisé où l'enfant ne trouve pas sa place, la mère, l'épouse ne sait pas quoi faire, c'est un employé qui ne sera pas en capacité, au bout de son potentiel efficace. Ça participe de tout le reste. De tout le reste. Donc, tout se passe à la base. Aujourd'hui, s'il y a l'insécurité, s'il y a des postes de leadership qu'on ne peut pas confier, ou soit on ne sent pas la société bouger, c'est parce que le foyer a été mal géré. Et si nous sommes conscients que rien ne va ou on veut que les choses aillent plus mieux, vaut mieux préparer, participer aux conférences, vraiment créer je dirais, aux États-Unis, ils ont connu ce fait-là. Il y a vraiment des coachs ou des psychologues de plus ampleur. De plus en plus s'intéresser à la cause familiale pour trouver des outils. Parce qu'il y a des outils de gestion des conflits. Il y a des outils qui existent. Il y a des moyens de se parler. Récemment, on parlait de la VAM, qui permet de pouvoir éviter de s'offenser, de se frustrer. Donc, les gens ne connaissent pas. La fille, elle vient avec son éducation de son père, criait sur sa maman, elle vient, c'est ce qu'elle a entendu, elle reprojette ça dans son foyer et ça se perpétue et puis on s'en va. Or, si jamais on fait une pause, une fois par mois, une fois par semaine, comme il a dit, pour se renseigner, investir même sur des moyens de pouvoir s'éduquer, on pourra éviter beaucoup de problèmes et éviter d'imposer un enfant dans une relation pour résoudre un quelconque problème. Merci beaucoup pour ces mots très sages. En plus, vous êtes d'accord pour le coup sur ce que... En fait, il faut prendre la température du couple au fur et à mesure, c'est ça, tout au long de ce voyage, en fait, c'est ça. Surtout des bases saines avant de faire un enfant, c'est sûr. C'est ça. Des bases saines, et puis, en fait, il faut que c'est continuel. C'est continuel. ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est continuel. C'est qu'on ne s'arrête jamais de tester, de voir comment les choses se passent. Et puis, au fur et à mesure qu'on subit la technologie, le développement, l'évolution de l'homme, il faut adapter. Donc, il faut chaque fois se mettre à jour. Pourquoi nos téléphones se mettent à jour? Et nous-mêmes, les hommes, on ne se met pas à jour. Bien. Et d'ailleurs, les coachs actuellement qui sont les plus suivis sur les réseaux sociaux, ce sont des coachs qui parlent d'amour. Non, c'est vrai. La preuve que ça commence à prendre. Oui, ça prend. Blanche. Merci beaucoup, Blanche Bossouma. Merci beaucoup à vous. Également, Frédéric Zabi, pour tous ces éclairages. Je pense qu'ils vont beaucoup servir à notre public. Surtout, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est maintenant temps pour nous de partager avec vous nos coups de cœur et nos coups de gueule du moment. C'est Ça crush ou ça clash. Aurélie, j'y vais, je me lance. Vas-y. Ouais. Écoute, ça faisait un petit moment, mais j'ai un crush aujourd'hui. Alors là... T'as vu ça? Sometimes. Je t'ai réveillée de bonne humeur ce matin. You know, sometimes. Sometime. Alors, c'est un crush, même si c'est sur fond d'histoires un peu dramatiques. Je préfère me concentrer sur le positif. Alors, je sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité de Britney Spears, donc la chanteuse américaine à succès, pop des années... Exactement. Alors, on a appris il y a quelques jours, à travers son témoignage, un témoignage que les gens attendaient depuis très longtemps, qu'effectivement son statut de conservatorship, qui est un terme principalement américain d'ailleurs, mise sous tutelle, dans lequel elle s'inscrit. Depuis presque 13 ans, je pense. C'est ça, exactement. Et surtout, dont son père a la responsabilité, parce que c'est lui son tuteur légal. Eh bien, en fait, c'est énormément d'abus, de violence, pas physique, je parle de violence psychologique, parce qu'en fait, elle a dit des choses qui ont choqué tout le monde. Du style, par exemple, on lui a imposé d'avoir un stérilet, afin qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc on lui a enlevé son droit d'être mère à nouveau, elle est déjà mère. On lui a enlevé son droit de se marier. Elle a un compagnon depuis plusieurs années avec qui elle ne peut pas se marier, du fait de ce régime de tutelle. En fait, il y a énormément de droits
humain dont elle est privée depuis de cela, 13 ans, je crois à peu près, je me souviens plus exactement du temps. Et en fait, c'est scandaleux. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est un crush, cette histoire, c'est parce qu'en réalité, grâce aux réseaux sociaux, grâce à cette fan mania, toutes ces personnes qui suivent Britney Spears depuis très longtemps et qui la suivent sur Instagram et qui ont réussi à un peu sentir qu'il y avait un véritable malaise chez cette femme qui subit donc autant d'affronts depuis autant de temps, eh bien, en fait, les choses se sont faites comme ça à travers les réseaux. Il y a eu même un podcast d'ailleurs qui s'appelle Free Britney, il me semble, où c'est juste des fans, des grandes fans de Britney qui ont dit il y a quelque chose de pas clair. Cette fille, elle va pas bien. On le sent à travers ses posts. Elle envoie des messages un peu cryptiques, c'est pas clair. Mais nous, on va enquêter. Et en fait, à force d'en parler, ça a créé beaucoup d'engouement à travers les personnes qui la suivent, à travers d'autres personnes qui défendent un peu les droits humains. Il y a eu aussi un documentaire qui a été fait à ce sujet-là. Et aujourd'hui, elle a libéré un peu la parole et on sait ce qui lui arrive. Et je pense que ça va changer les choses pour elle. En tout cas, je l'espère. Et voilà, c'est juste pour parler un petit peu de la force des réseaux sociaux, quoi. Parce que quelque part, ce qui n'a pas pu être fait à travers ses proches, a été fait. Mais je trouve ça un peu aberrant parce que c'est très méchant parce que son père, particulièrement, qui a justement le droit de tutelle sur elle, en fait, utilise et exploite cette mise sous tutelle pour vraiment profiter des biens qu'elle a travaillé. Parce que quand on sait qu'elle a fait des concerts à Las Vegas pendant des années et que les fruits de ces concerts, elle n'y touche même pas. Elle n'y touche pas pleinement parce qu'elle n'a pas le droit. Et d'après ce que j'ai compris, même le pire, c'est que quand elle est allée voir le juge, les frais même qui sont afférents au juge, les frais d'avocat et tout ça, c'est elle qui a sa charge alors qu'elle n'a même pas les moyens. Donc vraiment, je souhaite à ce elle a les moyens, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut de son argent. Elle ne peut pas l'exploiter. Et je pense qu'elle va avoir bientôt 40 ans. Je pense qu'on peut avoir le droit de vivre une crise identitaire qui peut peut-être amener à la protéger d'elle-même à un certain moment. Mais je ne pense pas que ça dure 13 ans. Non, et puis surtout, je pense que l'intention a toujours été de profiter finalement de ses moyens, parce que son père, il faut dire ce qui est, d'après en tout cas les éléments qui sont devant nous, c'est vraiment quelqu'un qui pour le coup a abusé. Il me fait beaucoup penser aussi au père de Amy Winehouse. Exactement parce que quand on regardait le documentaire... les pères absents pendant très longtemps, qui sont revenus... Et puis maintenant, quand il y a l'argent, maintenant, ils savent qu'ils sont papa et puis c'est une personne qui est vulnérable. Enfants, en fait, c'est vrai qu'elle a vécu des périodes de troubles mentaux, des périodes de dépression et même de crise, mais c'est pas pour autant qu'elle ne mérite pas d'être... Et elle s'en est sortie, et ça se voit bien que depuis quelques années, elle s'en sort très bien. Et puis d'être responsable de sa vie, et puis de faire ce qu'elle veut, quoi. Donc voilà. Écoute, pour les réseaux sociaux. Alors moi, j'ai aussi un crush envers la législation ivoirienne, donc je vais vous lire rapidement on va dire un article que j'ai vu sur Abidjan.net qui disait que les députés ivoiriens de la Commission Défense et Sécurité ont adopté jeudi, la semaine dernière, à l'unanimité, une loi, la semaine surpassée, une loi donnant l'autorisation au tribunal de prononcer l'annulation du permis de conduire pour homicide ou blessure involontaire. Donc il s'agit d'un projet de loi modifiant la loi 63-527. C'était pas le cas avant ? Alors, il y avait une loi, sauf qu'il y a une nouvelle nuance qui a été faite. D'ailleurs, je te lis ça rapidement. On dit... autrefois, le législateur avait imposé au juge d'annuler le permis de conduire pour homicide et des blessures à la suite, donc entre guillemets, de l'appréciation et l'aptitude physique ou des connaissances de l'auteur de l'accident en matière de conduite. Désormais, cela va relever de l'appréciation souveraine du juge de dire si effectivement le permis doit être retiré en ce qui concerne les accidents causés par des chauffeurs indélicats. Et donc, pour revenir, donc l'article 8 nouveau qui indique que lorsque le titulaire d'un permis de conduire est condamné pour homicide, l'amende, il peut y avoir une amende et il peut même avoir son retrait de permis entre 2 à 5 ans, voire même une annulation définitive. Ce qui est très bien, franchement. Et c'est une loi, comme on dit, qui est votée à l'unanimité parce que quand on sait le nombre d'accidents de la route qu'il y a, le nombre de conduites en état d'ivresse et de personnes qui meurent justement pour indélicatesse du conducteur, je trouve que c'est très, très, très honorable. Merci beaucoup. Continuez de travailler pour la population ivoirienne. On vous aime. Et comme tu dis, c'est même le terme indélicatesse, il est gentil, c'est un euphémisme. Et je pense que c'est vraiment de l'imprudence, de la négligence et c'est grave en fait. Et je pense que en fait cette loi qui a été faite récemment est née d'un grave accident mortel qu'il y a eu il y a un mois de cela, sur le VGE où un conducteur d'origine libanaise avait brûlé le feu et avait percuté une autre voiture, faisant des morts, au moins 3 morts, dont 2 femmes. Et des blessés graves. Et ça avait vraiment soulevé
la colère de la population. Donc c'est très très bien que, bien d'agir que sur ça la question continue, de sécurité routière. Que ça se fasse comme ça et voilà. Surtout qu'on sait qu'effectivement des accidents de la route qui auraient pu être évités se produisent très fréquemment. Pas qu'en Côte d'Ivoire, mais beaucoup en Côte d'Ivoire. Ouais. Très bien. Alors, écoute, c'est un peu le moment maintenant de se détendre et de passer donc à la rubrique du son qui met bien, donc nos sons qu'on aime bien et qui pourraient vous mettre de bonne humeur. C'est tout de suite. Alors moi, mon son qui met bien, c'est une chanson un petit peu slow, mais en même temps, je ne sais pas comment expliquer la chanson en fait. Et comme d'habitude, je l'écoute quelque part. J'ai le logiciel maintenant qu'on appelle Shazam qui nous permet d'enregistrer nos sons et qui me permet de faire de belles playlists. Mais toujours est-il que j'ai vu le clip sur YouTube et qui est pas mal. Elle s'appelle Aira Star et le nom de la chanson, c'est Away. On l'écoute. Et on va écouter une partie. C'est que ma chanson du jour, je ne veux pas dire que c'est pareil, mais c'est le même type de sonorité. On a les mêmes goûts. C'est une jeune femme aussi. En tout cas, aujourd'hui, on est synchro. Ça fait 2 fois que ça nous arrive. Ça fait 2 fois que ça nous arrive et aujourd'hui, on est synchro. Moi, pour le coup, je ne sais pas si c'est une chanteuse nigériane qu'on vient d'entendre, mais en tout cas, celle dont j'ai choisi la chanson, c'est Elaine et elle est sud-africaine. Et le titre, c'est donc You're the One. Et je vous invite à l'écouter parce qu'elle est très, très, très sympa aussi. Un peu SZA, tu sais, la chanteuse de R&B américaine. Il y a SZA et puis il y a l'autre mince. Summer Walker. Summer Walker, que Slumdog Millionnaire. Mais qu'est-ce que j'ai, moi? Summer Walker, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup aussi, dont la musique me plaît beaucoup. Et ça, pour le coup, je vais faire une petite dédicace à Lindsay Sibaï, parce que c'est elle qui m'a fait découvrir donc Elaine. Apparemment, qui a un répertoire très intéressant que je vais écouter juste après cette émission. Très bien, en tout cas. Et comme d'habitude, on vous invite, vous également, à partager vos sons, les sons qui vous mettent bien en ce moment. Vous ne le faites pas assez, hein, parce que comme on vous le dit souvent, une fois qu'on vous voit, partagez vos sons sur les réseaux, on peut les passer à l'antenne également, alors n'hésitez pas à le faire. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition des Femmes d'ici. On se retrouve demain pour une toute nouvelle édition. À demain.